Salut à tous et bienvenue à cet événement qui est en quelque sorte un replay de la conférence Build de Microsoft. Pour ceux qui ne le savent pas, la conférence Build est un événement annuel organisé par Microsoft qui permet à la firme de partager avec la communauté des développeurs, les professionnels de l'IT, les récentes mises à jour et les évolutions futures de ces environnements, de ces outils de développement et de ces plateformes. Donc, lors de cet événement, il y a beaucoup d'annonces. Cette année, ça a été une première parce que, dû au contexte sanitaire, l'événement s'est déroulé à 100% en ligne et, de surcroît, c'était gratuit parce que les années antérieures, c'est un événement qui est payant. Et il faut le dire, ce sera également le cas pour l'année prochaine, car l'année prochaine, Microsoft compte également organiser l'événement Build uniquement en ligne et ça sera aussi gratuit. Donc, les experts techniques de la ville de Québec ont pris l'initiative de partager avec vous quelques points saillants des annonces qui a eu lieu lors de la conférence Build. Et aujourd'hui, nous aurons donc 4 présentations. Malheureusement, la 5e présentation elle a été annulée parce que celui qui devait faire cette présentation a dû s'absenter à la dernière minute. Donc, on aura la première présentation par Christophe Laval qui va porter sur les nouveautés pour les développeurs Windows. Ensuite, on aura la seconde présentation qui sera de 17h30 à 18h qui va porter sur la mise à jour de la plateforme .NET. Puis, on aura de 18h à 18h30 la présentation sur la sécurité qui sera effectuée par Maxime Coquerel. Et si je reviens sur la présentation sur la mise à jour de .NET, elle sera présentée par Carole Delan. Puis on aura la dernière présentation de 18h30 à 19h qui va porter sur les annonces qui ont eu lieu concernant l'intelligence artificielle. Donc, sur ce, sans plus tarder, je vais laisser Christophe partager son contenu. Et pour information, la présentation, elle est enregistrée et elle sera diffusée plus tard sur la chaîne YouTube de .NET Québec et potentiellement sur la chaîne YouTube de Azure Québec. Si vous avez des questions, il y a une zone questions-réponses où vous pouvez saisir votre question et le présentateur va prendre le temps de vous répondre potentiellement à la fin de sa présentation ou au cours de sa présentation. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon événement. Carole, tu peux partager ton contenu? Parfait. Donc je vais lancer le PowerPoint. Parfait. Donc, sans plus attendre, je vous propose dans les 30 prochaines minutes de partager ensemble ce qui a été annoncé sur quoi de neuf pour les développeurs Windows. Tout d'abord, qui je suis? Je suis Christophe Laval, lead développeur chez Industriel Alliance. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis un petit peu actif. Puis, donc, au menu aujourd'hui, il y aura un premier bloc qui va concerner tout ce qui est les outils command line. Il y a eu plusieurs annonces à ce niveau. Tout d'abord, ce qui concerne Windows Terminal. Ensuite, il y a Windows Package Manager qui a été annoncé par Microsoft. Et puis, il y a aussi une couple d'annonces autour de Windows Subsystem for Linux, et puis ce qui s'en vient au-delà. Il y aura un autre bloc après qui concernera la plateforme applicative Windows. Le Project Reunion a été annoncé. WinUI 3 est une version majeure qui s'inscrit dans le projet Réunion. Et puis, je terminerai en revenant un petit peu sur quel avenir pour UWP, parce qu'il y a quelques petits messages diffusés dans certaines sessions. Puis, on terminera par une petite conclusion. Donc tout d'abord, Windows Terminal 1.0. Donc la première version a été finalisée et annoncée durant le build. Elle est disponible sur le Windows Store. Vous pouvez également la télécharger sur GitHub si vous le souhaitez. Par contre, vous ne bénéficierez pas des mises à jour automatiques. À chaque fois, vous devrez aller la retélécharger. Ces fonctionnalités, c'est principalement au niveau du rendu, c'est accéléré par le GPU. Donc même s'il y a beaucoup d'informations, le tout reste
fluide au fil du temps, et puis le rendu est assez sympa. Il y a aussi la gestion des onglets et puis des différents panneaux si jamais vous voulez avoir plusieurs terminals au sein de la même fenêtre. Enfin, les options de personnalisation ont été particulièrement travaillées. Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, les polices peuvent être entièrement customisées, les emojis sont supportés, les couleurs, le background, etc. Puis pour faire fonctionner tout ça, il faut la version de Windows 10 qui est sortie au printemps 2019 et requis ou les suivantes. Au niveau de ce qui s'en vient, donc la version stable, elle est disponible sur Windows Store, puis Microsoft a aussi réalisé durant le build une version preview. Les deux vont coexister sur Windows Store et seront mis à jour sur un rythme mensuel. Le canal preview va vous permettre d'essayer les nouveautés qui s'en viennent, et puis lorsqu'elles seront stables, elles atterriront dans le canal stable. Les deux versions pourront être en parallèle sur votre ordinateur. Utiliser la preview n'impacte pas la stabilité que vous pourriez avoir besoin si nécessaire. Donc, je propose une petite démo rapidement. Donc là, je vais lancer le Windows Terminal. Ça lag un peu, effet Teams. Ok. Oh. Voilà, parfait. Donc là, le terminal est lancé. Donc ça, c'est la configuration par défaut, juste activer la transparence. Par contre, peut-être que ça ne vous représente pas réellement. Donc si vous voulez le personnaliser, il vous suffit d'aller dans les paramètres et puis éditeur par défaut. Vous pouvez rajouter certaines propriétés, comme par exemple personnaliser la couleur de la police d'affichage ou encore utiliser une image en fond d'écran. Puis, si je sauvegarde et que je retourne dans le terminal, si vous êtes comme moi et que vous aimez les écureuils, vous allez tout simplement avoir quelque chose qui vous ressemble un petit peu plus. Vous pouvez également changer la couleur des onglets et renommer les onglets. Ça, c'est disponible dans la première preview qui a été rendue disponible. Donc, par exemple, vous pouvez assigner une belle couleur verte pour votre onglet PowerShell. Et puis, si vous lancez Ubuntu, vous pouvez tout simplement mettre une belle couleur fuchsia, ce qui va vous permettre de retrouver très rapidement votre contexte de travail. Dans les prochaines versions qui s'en viennent, Microsoft va aussi permettre de customiser la couleur de la title bar et du contour. Ça avait été annoncé pour la première version, mais ça n'a pas été implémenté. Enfin, Microsoft travaille sur une interface pour mettre à jour les paramètres du terminal sans forcément éditer le fichier JSON. Il va continuer à exister si jamais vous l'adorez, mais c'est pas très user-friendly. Du coup, une interface, hop, si ça veut bien se lancer. Ok. Donc une interface va être rendue disponible au sein du terminal pour abstraire les modifications du fichier JSON. Donc ça, c'est les paramètres globaux. Cette interface est disponible dans la branche stable preview. Il a fallu les fouiner disponibles sur GitHub pour la trouver. Vous allez aussi avoir tout simplement une rubrique qui va regrouper l'ensemble des profils que vous avez, donc votre command line, le profil lié à votre Ubuntu ou à n'importe quelle autre distribution que vous pouvez avoir. Si vous définissez des schémas de couleurs, vous allez aussi pouvoir les personnaliser ici, et puis il y a aussi un aperçu qui se fait. Donc ça, c'est pas disponible, ça restera dans le cours en ligne. Parfait. Donc au niveau de ce qui s'en vient, c'est Windows Terminal 2.0. Microsoft annonce une disponibilité autour du MS Build 2021, donc l'an prochain.
Donc ça va reprendre certaines fonctionnalités dont je viens de parler, puis il y en a d'autres comme le commande palette qui va apparaître, c'est afficher dans une interface graphique l'ensemble des commandes que vous pouvez lancer dans votre contexte courant d'exécution. Les liens devraient devenir cliquables et puis vous allez pouvoir ouvrir un onglet en tant que. À date, c'est toute la fenêtre qui s'ouvre en tant que. Les modifications au sein de Windows sont requises pour supporter ce scénario. Ensuite, passons à une des annonces que Microsoft a fait, c'est Windows Package Manager accueille Winget. Tout simplement, Microsoft le décrit comme tel, c'est un outil command line permettant aux développeurs de découvrir, installer, mettre à jour ou configurer ses applications sur Windows 10. Le public visé, c'est vraiment le public de développeurs qui est déjà habitué à lancer la command line, pas nécessairement le commun des mortels, mais le but c'est de pouvoir faire tout ce que vous faites aujourd'hui via des interfaces directement en ligne de commande, comme Chocolaté le fait déjà ou d'autres acteurs de la communauté. Je propose une petite démo. Okay. Donc là, je vais juste rollbacker mes paramètres, histoire que ce soit plus lisible pour la démo. Parfait. Donc pour utiliser Winget, il suffit de taper Winget pour avoir différentes informations sur la version qui est sur votre poste, avec différents liens. Vous pouvez aussi faire une recherche dans le référentiel qui est présent. Donc, par exemple, Winget, Search, et puis on va taper VS Code. Et puis là, donc la recherche se fait, et puis il va afficher les résultats qu'il va avoir trouvés. Dans le cas qui nous concerne, il devrait y avoir 2 résultats. Okay. Habituellement, c'est plus rapide. Voilà, donc là, il y a 2 résultats. Il y a la version stable de Visual Studio Code et puis il y a la version Insider qui est également disponible. Maintenant, si je veux, par exemple, utiliser Fiddler et puis que je ne l'ai pas sur mon poste, je peux tout simplement faire une recherche. Si je recherche Fiddler, il va tout simplement me dire qu'il la trouve. Un acteur de la communauté ou l'éditeur l'a tout simplement ajouté dans le référentiel. Et puis, je peux installer Fiddler ensuite. En lançant la commande, il va tout simplement aller récupérer l'exécutable et puis après il va instancier l'installation. Donc là je vais valider l'élévation de privilège et puis le temps qu'il installe, je vais tout simplement vous montrer c'est quoi le référentiel des différents utilitaires qui existent. Microsoft a publié un dépôt sur GitHub Winget Package qui recense l'ensemble des outils qui sont disponibles via Winget. Vous pouvez aller dans le dossier manifeste et puis OK. Allez dans le dossier manifeste, puis là vous retrouvez toute une arborescence basée sur le nom de l'éditeur, puis après le nom de l'outil. Et puis si je recherche Fiddler dans la page, il devrait me le trouver. OK. Bon, ça charge pas avec Teams, mais c'est pas grave. Pendant ce temps-là, c'est toujours en cours d'installation. Enfin, histoire de pas perdre de temps, je vais avancer. J'ai les informations dans les slides qui s'en viennent. OK. Donc pour fonctionner, ça requiert Windows 10, la version qui est sortie à l'automne 2017. Donc la compatibilité est assez large et puis en fait l'outil va venir se loger directement dans l'application App Installer qui est déjà sur l'ensemble des versions de Windows 10 et qui permet de gérer l'installation de toutes les applications packagées en AppX ou en MSX.
Ça supporte actuellement tous les installeurs EXE, MSI, MSIX, et puis c'est basé sur des manifestes qui sont dans le dépôt GitHub que j'essaie de vous montrer tantôt. Puis là, vous avez un exemple de manifeste qui décrit tout simplement comment Visual Studio Code est référencé. Donc c'est le nom, la version, différentes informations, et puis les liens vers les installeurs par architecture ou de manière neutre si jamais ça supporte tout. Au niveau de ce qui s'en vient, tout d'abord, au niveau des sources, le Windows Store va être géré comme une source pour installer l'ensemble des applications. Ensuite, Microsoft va ajouter le support des zip comme source d'installeur. Il y a eu une pull request qui a été ouverte quelques heures après l'annonce. Et puis, le support des repositories exposés avec REST devrait également être intégré au fil du temps. En termes d'utilisation, aujourd'hui, demain, il sera possible de lister les applications qui sont détectées dans le référentiel et que vous avez installé sur votre ordinateur. Il sera aussi possible d'obtenir quelles applications ont des mises à jour en attente, de les installer. Et puis, Microsoft va aussi gérer les installations tant système, donc dans Program Files, comme la suite Office, Visual Studio, ou les applications de type utilisateur, donc qui se logent dans AppData, comme Visual Studio Code le fait. Enfin, il y a une fonctionnalité assez intéressante dans la roadmap qui est le roaming des applications qui sont installées sur un ordinateur sur un autre ordinateur, un peu de la même manière que Microsoft synchronise les extensions que vous installez dans Visual Studio pour que vous les retrouviez sur l'ensemble des ordinateurs. Ensuite, passons à Windows Subsystem for Linux. Donc Microsoft a fait un retour d'expérience de l'éditeur de jeux Electronic Arts. C'est une shop qui utilise principalement des ordinateurs Windows pour faire les développements. Par contre, ils ont notamment la composante serveur pour le dialogue entre joueurs, qui utilisent un composant Linux. Et aujourd'hui, ils utilisaient une infrastructure DVM et autres pour que les développeurs puissent réaliser leur travail. Aujourd'hui, ils utilisent le WSL de manière à ce que les développeurs sur son propre poste puissent débugger la couche serveur ou encore l'utiliser dans son environnement de développement. Donc WSL est utilisé dans des scénarios très concrets aujourd'hui. Ensuite, la version 2 a été finalisée dans la version de Windows 10 qui est distribuée depuis quelques semaines. Elle consiste en l'intégration d'un véritable kernel Linux au sein de Windows. Ça veut dire que l'ensemble des calls système sont supportés. Avant, c'était basé sur un système de traduction qui faisait que l'ensemble des calls Linux étaient translatés vers Windows NT. Aujourd'hui, on passe sur un système de virtualisation avec des VM très light, c'est-à-dire qui démarrent en moins de 2 secondes, contrairement à Hyper-V. Donc ça marche vraiment bien. Il y a une amélioration sensible des performances, tant CPU que sur la partie I/O. Et puis, les distributions que vous pourriez avoir déjà sur votre ordinateur en WSL1 vont rester en WSL1. Si vous voulez les convertir, ce sera à vous de lancer une ligne de commande. Les 2 versions de WSL continueront à être supportées pendant encore un temps. Le kernel Linux va être maintenu à jour via Windows Update. Il ne sera pas bundlé dans les mises à jour de Windows. Ce sera vraiment une mise à jour totalement autonome, mais ça passera par le canal Windows Update. Puis Docker a annoncé, après avoir fait une phase d'expérimentation ces derniers mois, que le backend WSL2 allait remplacer le backend Hyper-V pour rouler tous les conteneurs Linux sur Windows. Donc il y a des gains assez importants en termes de CPU, gestion de la mémoire et fonctionnalités qui sont beaucoup plus proches de la version Linux. Au niveau de ce qui s'en vient, on a tout simplement l'intégration dans l'explorateur de fichiers. Aujourd'hui, on pouvait aller manipuler les fichiers, mais ce n'était pas forcément recommandé. Là, Microsoft va le supporter. Les distributions seront listées, puis les modifications seront permises, tout en respectant la sécurité mise sur les fichiers. La demande numéro 1 de la communauté, c'était tout simplement le support des GPU pour les calculs. Microsoft va supporter CUDA avec NVIDIA. Il y a un driver preview qui est disponible pour les versions Insider. Et puis, on a aussi DirectML pour tous les GPU qui sont basés sur DirectX 12. Donc, DirectX se fait comme porté sur Linux et WSL.
Donc là, en termes de démo, donc il y a une petite vidéo. Donc dans WSL, c'est un modèle TensorFlow qui va être entraîné. Puis là, on voit que le GPU, il est assez inactif. Puis le modèle commence à s'entraîner. Puis on voit que le GPU est utilisé à 97% de ses capacités. Donc ça démontre bien que le GPU peut être utilisé pour entraîner un modèle. Il y a aussi une autre annonce que Microsoft a fait, c'est le support natif des interfaces graphiques. En fait, un serveur Wayland va être intégré à WSL2, et puis RDP sera utilisé pour exposer les applications sur le bureau desktop, comme vous voyez ici, l'explorateur de fichiers GNOME. Tout ça est accéléré par le GPU en lien avec les travaux qui ont été présentés juste avant. Microsoft a aussi porté l'API Direct 3D de DirectX 12 pour les rendus 3D dans le driver Linux. Les sources utilisées sont les mêmes que Windows, donc potentiellement toutes les fonctionnalités fonctionneront de la même manière. Donc il y a une petite démo rapide. Vous avez Wayland qui fonctionne dans la fenêtre en arrière-plan, et puis devant c'est gedit qui est utilisé pour éditer un fichier Python, et puis on a l'éditeur qui se lance. L'éditeur est complètement fonctionnel, comme si on était sur une machine Linux. Donc on peut très bien parcourir les fichiers qui s'y trouvent, et puis par exemple lancer l'édition de BashRC si vous voulez modifier votre fichier de configuration Bash. Toutes ces fonctionnalités vont se retrouver disponibles dans le cours de l'année pour ceux qui utilisent les builds distribués dans le cadre du programme Windows Insider. Donc ça conclut la partie sur tout ce qui est command line. Ensuite, il y a eu un gros bloc d'annonces autour de la Windows App Platform, notamment en commençant par le Project Reunion. C'est quoi ce projet-là? Aujourd'hui, on a deux types d'applications sur Windows qui existent. On a Win32, qui sont les applications historiques, puis on a UWP, qui sont les applications dites modernes, qui existent depuis 2012, puis Windows 8 ou Windows Phone, en tout cas. Les applications Win32 utilisent les API Win32, et puis les applications modernes utilisent les API modernes. Mais ça se mélange pas trop, c'est pas mal ségrégué. Le but du projet Réunion, puisque le scope applicatif, les applications Win32 continuent de persister, IWP, il y en a quelques-unes, Microsoft implémente tout simplement un ensemble de composants qui vont permettre qu'une application, peu importe sa technologie, puisse utiliser n'importe quelle fonction exposée par le système, peu importe quel type d'API expose la fonction. Donc globalement, une application peut consommer n'importe quoi de Windows, en enlevant les contraintes qu'il y avait jusqu'ici. Donc justement, ça s'appuie sur des composants. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui sont disponibles, qui commencent à l'être. Il y a WinUI 3, dont on va reparler juste après. Il y a aussi les interops WinRT pour C++, Rust et C#, disponibles dans des paquets NuGet. Et puis, il y a MSXcore qui est aussi disponible. Demain, il va y en avoir d'autres, notamment la WebView 2 qui va s'appuyer sur le nouveau Edge qui s'appuie sur Chromium. Puis il y a aussi tout un tas de helpers qui vont permettre d'utiliser les fonctions modernes et les API modernes au sein des applications un peu historiques Win32. Donc justement, passons à WinUI qui a un rôle clé à jouer là-dedans. WinUI, c'est un framework graphique. Donc pour reprendre un petit peu l'historique, en C++, depuis 92, c'est MFC qui est le framework graphique de référence, ou principalement utilisé. En 2002, il y a eu WinForms qui est apparu, suivi quelques années plus tard de WPF. Puis ça, c'est les deux frameworks graphiques utilisés par les développeurs .NET. Puis en 2012, il y a eu UWP XAML qui est apparu et qui est utilisé pour le développement des applications modernes, tant C++ que .NET. Donc, on a d'un côté trois anciennes technologies reliées au monde Win32 et puis une reliée au monde des applications modernes. Microsoft a Microsoft a mis à disposition WinUI déjà depuis quelques temps. La version 2 notamment, elle s'appuie sur la couche portée par le système qui possède la stack XAML, et puis tout un certain nombre de contrôles de référence comme les boutons. Puis WinUI, ce qu'il fait, c'est qu'il vient étendre les capacités des contrôles existants et les redesign de manière à s'assurer que le style Fluent Design est rendu disponible, peu importe la version utilisée. Mais quoi qu'il arrive, c'est juste WinUI a besoin de la couche de Windows, il ne peut pas fonctionner de manière autonome. Avec WinUI 3,
Microsoft a tout simplement entrepris de regrouper dans le framework graphique tant les contrôles que le layer visuel et la stack XAML qui du coup sera mise en open source. Et WinUI 3, il sera indépendant du système d'exploitation, il ne requièrra plus, la couche graphique ne sera plus dépendante du système. Comme c'est un composant du projet Chromium présenté tantôt, il est tout simplement repositionné aussi. La librairie le framework graphique sera utilisable tant par les applications modernes que par les applications Win32 sans distinction. Donc WinUI 3 se veut être le framework UI moderne pour chaque développeur et le framework va contenir toutes les avancées en termes de contrôle, en termes de style, en termes d'utilisabilité, clavier, souris, stylet, tactile. Les contrôles seront performants et le développeur aura la main sur quand il migrera d'une version à une autre. C'est pas parce que la version de Windows va changer que la stack graphique va changer avec Windows. S'il ne change pas la version de WinUI, la stack va rester la même, elle va continuer à fonctionner. Donc on retourne à un fonctionnement qui est beaucoup plus proche de WPF, WinForms et autres. Au niveau de la roadmap, elle est assez dense, mais globalement, aujourd'hui, la première preview est disponible avec le support de .NET 5. Il y a un autre jalon important qui sera atteint, on va dire, en septembre, à l'automne. Le layer XAML sera mis en open source, et puis il y a une première preview qui va l'englober. Puis l'autre gros jalon qui s'en vient, c'est novembre, en tout cas d'ici la fin de l'année, il y aura une preview 4 qui sera considérée comme Go Live, c'est-à-dire que vous pourrez l'utiliser dans vos applications en production si ça correspond à vos besoins, mais le WinUI 3 sera finalisé qu'en 2021. Pourquoi? En fait, c'est un travail assez titanesque, et puis la première preview démontre un petit peu l'état de là où Microsoft se situe. Il y a beaucoup de limitations. Le contenu WinUI 3 ne peut être testé que dans une fenêtre par application aujourd'hui. C'est une contrainte qui va être levée progressivement. Les XAML Island qui ont été introduits avec WinUI 2 sont tout simplement absents pour le moment. Les outils de développement sont, comment dire, quasiment inexistants en termes d'expérience. Il n'y a pas de hot reload. L'arbre visuel ne peut pas être débugué. Puis le designer est inexistant. Puis il y a aussi beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. ARM64, par exemple, n'est pas supporté. Xbox, HoloLens non plus. Et la cible ne sera que en 2021. Ça sous-entend que la version Go Live de fin d'année ne supportera pas cette plateforme-là. Terminons par UWP, quel avenir? Je vais d'abord commencer par définir c'est quoi UWP, parce qu'il y a plusieurs définitions. Globalement, il y a 4 éléments clés. Un modèle applicatif moderne basé sur App Container. Toutes les applications modernes sont sandboxées, ils ne communiquent entre elles que par les canaux officiels de communication. Et puis, il y a un cycle de vie qui est maîtrisé par le système pour respecter les performances, si l'utilisateur est sur une batterie, etc. Ensuite, il y a les API système qui sont modernes. Toutes les API sont asynchrones et puis elles sont sécurisées by design. Ça passe par le système de permission du système. Si l'utilisateur dit non, je ne veux pas que tu accèdes à mes fichiers, l'application, elle a beau utiliser les API, elle n'accédera pas aux fichiers. Contrairement à Win32, où une application Win32, elle peut faire un peu ce qu'elle veut sur Windows tant que le contexte de permission de l'utilisateur courant le permet. Ensuite, c'est le framework UI, donc XAML, donc globalement demain WinUI. Ça supporte les écrans haute définition, ce qui a été pas supporté par Win32, et puis c'est adaptatif, ça utilise tous les modes d'interaction qu'il est possible aujourd'hui, le tactile, la souris. Enfin, il y a une distribution qui est moderne, ça passe par le Windows Store, mais pas que, mais surtout par des applications packagées, AppX ou MSX. Puis l'installation des installations, elle est propre, contrairement aux applications Win32 qui en mettent un petit peu partout dans le système, et quand on les désinstalle, ça reste accroché. Donc à l'avenir, le premier point, c'est que le modèle applicatif App Container, il est inclus dans Windows et il va continuer à l'être. Il n'est absolument pas déprécié, ça fait partie du scope des API modernes que Microsoft va continuer à supporter et qui seront exposés au-delà du monde des applications modernes via des composants en lien avec le projet Review. UWP avec .NET Core, pour prendre les mots de Scott Hunter dans sa session, c'est mort. Il y a plusieurs subtilités ici. WinRT qui a été mis dans le .NET Core 3.0 suite au support de WinForms et WPF, finalement il est retiré avec .NET 5.
ça représente 60 000 lignes de code. Il sera plutôt mis dans des paquets NuGet de manière à pouvoir évoluer indépendamment du framework lui-même. .NET Native, qui est utilisé par les applications .NET Full moderne, UWP, est aussi déprécié. En fait, Microsoft veut capitaliser sur AOT en lien avec .NET 5 et plus forcément maintenir la couche .NET Native qui avait certains avantages mais des défauts. Et puis, les applications full UWP.NET, ça existera plus réellement, dans le sens où ça n'avait déjà pas évolué ces derniers temps, c'est resté scotché à .NET Standard 2.0. Par contre, sur ces points-là, Microsoft considère que un développeur va faire une application .NET et va utiliser WinUI qui va venir faciliter l'utilisation des couches modernes du système d'exploitation. Donc au final, l'application .NET sera plus full UWP, mais pourra utiliser toutes les capacités du WP. Enfin, pour ce qui est des applications UWP C++, en fait là, il n'y a rien qui change, parce qu'aujourd'hui, une application full UWP développée en C++, elle utilise directement les API Windows, il n'y a pas de couche intermédiaire ou autre maintenue par Microsoft, donc ça reste comme tel. Et puis toutes les applications Windows qui sont développées en moderne sont développées en C++ par Microsoft. Enfin, je dirais que le bel exemple, c'est plutôt Windows 10X. Il n'y a eu que quelques previews qui ont été distribués aux développeurs en début d'année. Depuis, Microsoft est resté assez discret. Mais le but, c'est justement de supprimer entièrement les API Win32, donc les anciennes API du système d'exploitation. Et Microsoft a recodé entièrement le shell en utilisant les API modernes et les stacks modernes UWP XAML. Win32 va rester là pour des questions de compatibilité, mais sera loadé dans des conteneurs qui seront totalement sandboxés et de manière ultra temporaire. Donc ça, on en aura probablement un peu plus d'infos plus tard en 2021, puisque c'est lié au projet Neo qui a été retardé de quelques mois. Donc pour conclure, je dirais que faire de Windows le meilleur endroit pour les développeurs, ça reste un focus principal de Microsoft, et au vu des annonces faites cette année, ça reste un des focus principaux. La ligne de commande continue aussi de redevenir cool. Il y a beaucoup d'investissements sur ce sujet, le terminal, WSL2 avec des fonctionnalités majeures qui s'en viennent, et puis aussi Winget où il faudra voir la tournure que ce projet va prendre. Enfin, au niveau Windows App Platform, Microsoft bascule vers une approche qui est plus inclusive que des technologies qui ne cohabitent pas entre elles. C'est un peu l'approche qu'Apple a toujours pris pour ses systèmes. Il y a plusieurs frameworks graphiques qui coexistent sur les plateformes Apple, puis certains sont dépréciés au profit des autres au fil du temps. Mais une application peut toutes les utiliser sans que l'utilisateur sache finalement qu'il y a un melting pot de technologies derrière. Sur Windows, il fallait soit faire une application full moderne, soit rester full pas moderne. Ça va devenir plus abstrait. Donc, le terme UWP n'est pas mort, mais il risque de s'effacer au fil du temps et de cette approche un peu plus inclusive. Donc, ça fait le tour au niveau de ma présentation. S'il y a des questions, je peux y répondre. Est-ce qu'on peut lancer Poche Git avec le terminal? Une question d'Antoine. Poche, je ne connais pas pour être transparent, mais on peut lancer à peu près tout outil. Et puis, si l'outil n'est pas disponible sur Windows, il suffit d'avoir une distribution Linux WSL pour lancer ces outils. Microsoft a beaucoup amélioré les performances, notamment pour tout ce qui est développement web en lien avec WSL, par rapport à ce qu'il y avait dans la première version. Ou même la manière dont les outils se comportent sur Windows. Si je ne me trompe pas, Christophe, on parle de PowerShell quand on dit push. Donc, ce serait un PowerShell Git qui serait intégré dans le même terminal. Il y a PowerShell, il y a l'outil Git, après, il y a... En tout cas, je ne vois pas forcément tous la subtilité de la question. Donc ça fait le tour pour moi. Je ne sais pas, Lino, c'est Carole qui prend la suite?
Ouais, je vais embarquer directement.